j'ai un caractère assez fort quand même, mauvais perdant. Guillaume, bienvenue dans Janus. On en parlait tout à l'heure en off, tu es quelqu'un qui est plutôt dans l'évitement des conflits. Tu préfères justement être plus diplomate. Alors je vais te poser une question un peu philosophique. Comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses entre quelqu'un qui est diplomate et quelqu'un qui est hypocrite? Je pense pas que je sois quelqu'un d'hypocrite. Donc moi, j'opterais plus pour la diplomatie. Ça veut dire que quand on est diplomate, il faut être capable de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Accepter qu'on puisse avoir tort ou qu'on puisse avoir raison, mais sans devoir absolument le prouver. Donc c'est un peu ma façon de voir les choses. Ma femme me dit souvent ah, mais tu veux jamais parler quand on se chamaille un petit peu, parce que j'ai pas envie de me disputer avec elle, et donc je cherche toujours une alternative douce et gentille pour éviter les disputes. Les disputes, c'est une preuve d'intelligence, ça aussi, de pouvoir éviter les conflits. Ouais, j'aime pas du tout en fait m'embrouiller avec quelqu'un, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans la vie de tous les jours à la maison, avec ma famille, etc. Donc je suis quelqu'un d'assez simple à vivre. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que comment est-ce qu'on concilie ça avec ton caractère de mauvais perdant? Ouais, parce que tu es mauvais perdant. Très. Je vais dire qu'à une époque de ma carrière, quand je perdais un match par exemple, c'était un enfer pour ma femme quand je rentrais. Donc elle était très conciliante avec ça, parce qu'elle savait ce que je ressentais une heure après une défaite. Et donc elle essayait toujours de me réconforter, etc. Mais j'ai un caractère assez fort quand même. Mauvais perdant, ça c'est... Je pense pas que c'est un défaut, parce que ça m'a permis de vaincre pas mal de choses durant ma carrière, mais parfois je vivais très mal des échecs, donc c'est pas évident pour ceux qui vivent autour de soi. Il y a aussi une différence entre les grands joueurs, en tout cas les joueurs qui font des grandes carrières, et ceux qui n'en font pas, c'est la gestion de la pression. Toi, plutôt, dans la gestion de la pression, t'es pas mal. Non, ça allait, c'est quelque chose qui m'a toujours stimulé. Au plus il y a de pression, au mieux je me sens. Moi, je serais un menteur de dire que parfois, dans certains contextes, certains matchs, je pouvais arriver tranquillement sans être stressé. C'est pas vrai. C'est vrai qu'au début de ma carrière, je mettais une grande importance à la préparation des matchs 2-3 jours avant mes premiers matchs en première division, quand je savais que j'allais être titulaire. C'était quand même des moments assez stressants. Je me doute. Mais petit à petit, on apprivoise cette peur et on s'en sert de manière positive. Il y a un moment qui a dû être stressant, mais pour tes parents. Alors, ce sera à toi de me le raconter, mais quand tu as été récupérer ta première moto, la Honda Walaru, c'est bon, je l'ai bien prononcé. Ouais, c'est bon. Bon, et c'était quoi la réaction? La réaction, c'est que je voulais absolument cette mobilette là. Voilà, j'avais l'impression que sans cette mobilette, je ne pouvais plus continuer d'avoir ma liberté. Il me la fallait absolument. Donc ma mère m'a dit pas de problème, nous on ne te la payera pas, c'est toi qui dois aller travailler pour te la payer. Donc j'ai travaillé dur pendant un mois. Et finalement je me la suis achetée, mais on va dire que j'ai toujours aimé la vitesse et tout. Donc je crois qu'au début mes parents n'étaient pas sereins quand je mettais 2-3 pleins par jour. Je faisais beaucoup de bruit dans le quartier. Mais en fait, c'était pas une peur de « attention, Guillaume va faire un accident » ou « attention », ils n'avaient pas peur de ça. C'était juste « pas de problème si tu en veux une », mais c'était responsabilité, quoi. Ouais, voilà. Bon, je pense qu'ils ont toujours su mon frère et moi, on était des enfants assez calmes, pas
Alors il y a une personne qui nous a fait une vidéo qui était justement à moto au moment où elle nous a fait une vidéo te concernant. C'est ton ancien professeur à Beckman d'éducation physique, François Grella. Je ne sais pas si tu te souviens. Très bien. Voilà, à l'école Beckman. Et alors il avait toute une série d'anecdotes et de choses à te dire. Donc je vais te laisser le téléphone et je vais te laisser prendre connaissance. Tu peux mettre play quand tu veux. Ben bonjour Guillaume, je me baladais en moto et je vois un message qui me demande si je me souviens de toi en tant qu'étudiant et je vais faire une petite vidéo, parler de toi. Ben, évidemment, bien sûr que je me rappelle fort bien de toi, pour plusieurs raisons. D'abord, compliment pour la formidable carrière que tu fais. Et puis, oui, je me souviens de... J'ai surtout 3 anecdotes. La première, c'est que je me rappelle bien que tu étais un étudiant très jouette au cours de foot. Tu adorais faire des petits pots à tes camarades, même les plus faibles. Alors j'essaie de te faire entendre raison en te demandant de partager un peu ton savoir là avec les autres, puisque tu étudiais pour devenir prof d'éducation physique. Mais c'était plus fort que toi, c'était le petit pont, les petits ponts, parce que c'était pas eux seuls. Il y en a beaucoup qui ont fait les frais de ta technique. Ça, je m'en souviens fort bien. Et puis alors, il y a une autre chose dont je me souviens, c'était au cours en fait, en 3e année, dans les cours, je ne sais plus si c'était les cours de préparation physique ou de méthodologie, où en fait tu te reposais souvent dans le fond de la classe, et en fait je pensais que tu dormais, et chaque fois je voulais te poser une question pour te réveiller, et en fait j'étais toujours surpris parce que je voulais te surprendre, et en fait tu dormais pas, tu te reposais, tu avais vraiment les yeux fermés, et tu répondais toujours à la question. Ça je m'en souviens fort bien aussi. Et alors évidemment la grosse anecdote, tu faisais partie de la promotion des étudiants 2006 et je ne les oublierai jamais parce que c'est certainement ma plus belle année à Beckman, puisque en fait en 2006 pendant plusieurs semaines vous avez fait le compte à rebours du réveillon de nouvelle année. 5, 4, 3, 2, 1, 0, bonne année. Vous sortiez des classes, vous comptiez très fort, vous entendez dans toute l'école et vous vous embrassiez, vous rentriez dans les classes, vous embrassiez tout le monde. Enfin, c'était magique, c'était une année super vivante avec tes camarades. Oh, ça, je ne saurais jamais oublier. Voilà, c'est vraiment les souvenirs que j'ai. Je te salue, je te fais toutes mes amitiés, j'espère te revoir un jour. Voilà, avec tous ceux de 2006 en tout cas, parce que j'en ai gardé un formidable souvenir. Voilà, je t'embrasse fort. Bisous à Marie, aussi à ton épouse. Je sais pas si tu as des enfants, en tout cas si tu en as, ben, un gros bisou à eux aussi et à bientôt. Salut! Ça fait plaisir, hein? Ouais. C'est des souvenirs qui... Oh, il a bien résumé un peu voilà, mon parcours scolaire. Donc à cette époque-là, c'était des études supérieures. L'anecdote où je me repose, c'est... Tu dors, hein? Ouais, si on demande à tous les élèves qui étaient avec moi durant ces années, ils vous diront tous la même chose, c'est que j'étais souvent affalé sur mon banc parce que j'étais fatigué, de un par les études, parce que c'est des études sportives, donc il y a beaucoup de sport, natation, athlétisme. Ça demandait quand même une bonne débauche d'énergie. J'avais entraînement tous les soirs à Visé, à Eupen. Donc les deux accumulés, c'était assez fatigant. Mais j'arrivais quand même à écouter ce qui se disait, comme il l'a bien dit. Ce qui fait que quand on me posait une question, je me relevais tout de suite. J'étais capable de répondre, donc c'était une force. Alors je me suis renseigné sur votre relation. On m'a dit relation passionnelle, passionnée. Ils étaient au début, ils étaient ensemble, puis après ils se séparaient, ils se remettaient ensemble. Toute l'école le savait avec Beckman, c'est là que vous vous êtes rencontrés. Comment tu peux justement parler de cette relation, comment tu peux la qualifier? Je dirais que c'est quelque chose de très solide, parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. Bon, là, il faut savoir que ma femme ne connaissait absolument rien du football à cette époque-là. Je crois qu'elle n'avait jamais été voir un match de football, même si son papa était un bon entraîneur à l'époque. Elle ne s'y intéressait pas du tout. Donc il a fallu que je trouve d'autres subterfuges que juste dire ouais,
je suis joueur de deuxième division, quoi, elle s'en foutait complètement. Donc j'ai dû, tenter un coup de poker pendant un cours et je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai mis ses bottes, donc on enlevait nos chaussures pour faire gym et je me suis permis de mettre ses bottes. Elle m'a engueulé, elle m'a dit bah, pourquoi tu fais ça, mais c'était juste pour capter son attention. Faut croire que ça a marché puisqu'on est ensemble depuis ce fameux jour et bah, c'est fantastique, c'est la maman de mes enfants et comme j'ai dit, on a vraiment eu la possibilité de construire quelque chose de très solide et sans elle, je pense que ma carrière n'aurait pas eu d'aussi belles périodes. C'est à peu près ce que j'allais te demander. À quel point est-ce qu'elle est importante pour toi? Du matin, du coucher, au réveil? Ouais, tout le temps. C'est un peu l'opposé de moi au niveau caractère. Et donc, je crois qu'elle m'a permis surtout d'avoir un... Vous êtes complémentaires? Oui, on est complémentaires. Elle m'a permis d'avoir cette stabilité au niveau de ma vie professionnelle. C'est quelqu'un qui est aussi très ambitieux et qui a envie aussi de réussir de grandes choses dans la vie. Donc parfois elle a dû mettre ça de côté, notamment quand j'ai décidé de partir jouer à l'étranger, alors qu'elle avait son plan de carrière. Elle avait son plan de carrière qui fonctionnait très bien, elle était heureuse. Et donc il faut savoir qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour me suivre dans ces étapes-là. Mais c'est ce qui nous a, comme j'ai dit, c'est ce qui nous a rendu forts. Et à mon avis, un jour, ce sera à moi de lui rendre l'appareil et de faire des concessions pour elle. On va évidemment parler aussi de tes enfants, c'est très important. Et justement, tu parles d'une jeunesse différente dans ton livre. J'ai trouvé ça très intéressant quand tu parles de tes enfants. Comment tu comparerais ta jeunesse à la leur? Alors, il y a plusieurs choses. Mon frère et moi, on a vécu dans une cité à Visé, donc pas très loin de Liège, où ma maman tenait un commerce d'alimentation générale. Et on avait la chance d'avoir un terrain juste derrière chez nous, ce qui faisait qu'on passait... Notre vie, en fait, se passait derrière la maison, avec nos 2 goals et nos amis. Donc, le programme, c'était rentrer de l'école. Avant de faire les devoirs, on tapait les cartables en dessous de l'escalier, on allait dehors et on commençait à jouer au foot ou d'autres choses. On avait besoin que de ça, en fait. On avait besoin que de ça pour s'amuser. On avait juste besoin de nos amis. Et mes enfants, par exemple, ont connu beaucoup plus de choses que nous parce qu'on a beaucoup voyagé. Ma petite fille qui va avoir 7 ans a déménagé, a changé de maison 6 fois. Donc maintenant, quand on reste 2 ans dans la même maison, pour elle, elle se demande « Mais papa, on ne change pas de… » Donc ils ont été obligés de s'adapter à ce que nous, à ce que vous puissiez leur offrir. Ouais. Ils ont eu forcément une enfance complètement différente. Oui, nous on est resté là, je suis resté là jusqu'à mes 20 ans, je vivais chez mes parents. J'ai pris mon envol parce que j'ai décidé d'aller jouer à Gand. Mais pour eux, c'est un peu différent. Puis c'est une génération maintenant où on est beaucoup plus tablette, téléphone. Forcément. J'ai eu mon premier téléphone portable peut-être à 16 ans ou 17 ans et c'était les gros Nokia. 3310, ouais. Maintenant, ma fille gère mieux les ordinateurs que moi, elle a 6 ans. Donc c'est différent à ce point de vue. Mais justement, par rapport à Victoria Bleck ou même par rapport à Roméo, comment on fait pour gérer l'éducation de ses enfants quand on a la vie que tu as menée? Une vie faite de voyages, une vie un petit peu de nomade, puisque tu allais de pays en pays. Comment tu arrivais à garder le fil par rapport à tes enfants? C'est vrai que c'est pas évident parce que je me rappelle quand même quand on arrivait en Grèce, à Athènes, on les a inscrits dans un collège anglais où forcément c'était full anglais. Mais les petits, à part yes et no, je ne connaissais pas d'autres mots.
Et donc, quand on allait les déposer les 2-3 premières semaines à l'école, c'était vraiment pas facile pour eux. Mais petit à petit, ce sont des enfants, donc ils ont cette facilité à s'adapter. On a de la chance, les nôtres particulièrement. Et puis c'est devenu pour eux un jeu, le fait d'apprendre l'anglais. Forcément, maintenant, ils sont presque bilingues parce qu'ils gèrent très bien l'anglais. Donc ça, c'est quelque chose où, par rapport à nos voyages et tout, c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Et puis je pense que ça forge leur caractère. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas attendre d'eux, avec tout ce qu'on a fait, tous les changements de vie qu'on a connus. On ne peut pas leur demander d'être calmes, d'être posés. Oui. Elles sont 2 piles électriques. Okay. Mais je pense que c'est un peu par rapport au mode de vie qu'on a connu, c'est vrai que c'est un peu différent. Est-ce que tu considères, on va faire un petit coup dans le rétro, mais là on va recentrer sur toi, que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie est arrivé de manière juste ou il y a des regrets quand même que tu peux avoir? De manière juste, peut-être qu'à certains moments j'ai eu un... Que tu as estimé, tu t'es dit voilà, tout ce qui est arrivé, c'est arrivé parce qu'il y a eu une conséquence dans le passé qui a fait que c'est arrivé. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu te dis non, ça aurait pu être mieux, ou en tout cas il y a des choses qui auraient pu être faites d'une meilleure manière au moment où ça s'est déroulé? Je crois qu'on peut toujours faire mieux. Je pars de ce principe-là. Donc forcément, j'aurais rêvé de jouer dans un top club européen, de jouer une Coupe du Monde, de jouer un Euro. Ce sont des choses qui me manquent aujourd'hui. Mais à côté de ça, quand je regarde dans le rétro, comme tu m'as dit, je suis très très fier du parcours que j'ai effectué. Et à certains moments, il y a eu un brin de chance, il y a eu un joueur qui s'est blessé. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours cru en moi. Ma mère me dit toujours, mais t'es quelqu'un d'optimiste, puissance. Mais parce que je croyais en moi et en mes possibilités, parce que j'ai travaillé dur aussi pour y arriver. Je crois qu'on ne peut pas faire une belle carrière sans vivre de moments difficiles et sans travail. C'est pas possible. Toutes les expériences que tu as vécues dans ta vie, qu'elles soient positives ou négatives, qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur toi, sur ta personnalité? Que je suis quelqu'un d'ambitieux, qui se contente rarement de ce qu'il a. Donc ça, on en revient un peu quand je dis que j'aurais rêvé de jouer au Bayern, par exemple. Ouais. Je rêvais vraiment de ça. J'ai pas atteint ce... Tu l'as concrétisé dans ta tête, dans ton esprit. Ouais. C'était quelque chose d'atteignable. Atteignable, je sais pas. Je pense pas. Je suis quelqu'un aussi les pieds sur terre et d'objectifs. Il y a certaines limites qu'on ne peut pas dépasser. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé de donner le maximum pour qu'il y ait une petite chance de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Ce sera la dernière question, mais je pense que c'est une question globale. Est-ce qu'il y a eu dans ta vie à un moment donné une envie de plaire, un espèce de besoin de reconnaissance? Je fais les choses parce qu'à un moment donné, on n'a pas assez cru en moi. Et j'ai envie de prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort. Guillaume Gillet, c'est ça. Et Guillaume Gillet, il a voulu prouver à tout le monde qu'il y a quand même certaines personnes qui ne pensaient pas qu'il allait pouvoir arriver à ce niveau-là, et il l'a fait. Est-ce qu'il y a eu ça dans ta vie, maintenant à 37 ans, tu peux me dire? Très bonne question. C'est toujours agréable pour l'être humain, je pense, de manière globale, de recevoir des louanges, d'être reconnu pour ce que je fais sur le terrain. Donc, recevoir par exemple, ici il y a 2-3 semaines, recevoir le Zèbre d'Or, c'est une marque de reconnaissance que je prends avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de recul, parce que je sais que pour arriver à ça, j'ai fait des concessions, j'ai fait
j'ai beaucoup travaillé, j'ai 37 ans, je joue aujourd'hui avec des jeunes qui ont 17 ans, qui ont 20 ans de moins. Je pourrais être leur papa et c'est pas tous les jours évident, mais grâce à mon caractère, à ma personnalité, eh ben je continue de me battre au quotidien et ça, je pense que ça me représente bien. Mais c'est sûr que plaire, avoir un fan club Anderlecht, j'avais un fan club de Liège qui venait toujours avec le drapeau. Qui n'aime pas ça. Donc c'est sûr que si on peut faire changer aussi la vie de certaines personnes par rapport à l'homme et par rapport aux joueurs, ben c'est bien, mais il faut savoir aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Même chose en tant que joueur, en tant que com. Et ça, il faut être capable aussi de le percevoir. Bah écoute, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est, je pense, la meilleure réponse que tu pouvais donner pour terminer. C'était Janus avec Guillaume Gillet et je pense que c'était très bien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.